De par mon expérience, c'est un sujet que les gens évitent souvent d'aborder parce qu'ils pensent que c'est difficile, mais ce n'est vraiment pas le cas. C'est un truc assez simple. Donc, une fois que vous comprenez en fait le concept, c'est très facile à comprendre et à utiliser régulièrement. Donc, pour résumer, la complexité d'un algo, c'est globalement le coût de l'algorithme. Donc, en fonction des ressources que vous avez à votre disposition, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser cet algo-là dans votre programme ou pas? Donc, on verra comment on calcule ça et comment décider et comment ça influe sur le choix d'un algorithme ou pas. Bon, je ne sais pas si déjà dans le call, il y a des gens qui maîtrisent bien le sujet. Vous pouvez envoyer, lever la main, et envoyer un smiley si vous jugez que vous maîtrisez bien le sujet. Donc, personne ne maîtrise le sujet là ici. Donc, bon, je signale de quelle maîtrise. Ok, donc si je Quel, dis su- des bêtises, quel sujet est ça? le sujet de la complexité. Ah non, c'est toi Ah, l'auteur. De qui? niveau middle peut-être, mais est-ce que tout maîtriser, pas forcément été, est-ce qu'on peut tout maîtriser dans ce truc? Ben non, mais si, en fait, ben, je sais pas, quand on maîtrise les notions de base, il n'y a vraiment pas de problème après. Bon, je commence à partager mon écran. Ok. Ok, donc vous voyez tous mon écran? Ouais. C'est noir, c'est noir. Et maintenant? C'est bon normalement. C'est peut-être sa connexion. Ok. Yeah, on commence. Alors, donc, le but du sujet, en fait, c'est de pouvoir analyser les algorithmes et de déterminer, en fait, sa performance. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il donne le résultat souhaité? Et aussi comprendre l'intuition, en fait, qui a amené l'auteur à développer cet algorithme-là. C'est bien d'utiliser un algorithme au quotidien, mais il faut, en fait, comprendre comment il fonctionne, comment la personne a réfléchi pour trouver cette solution. Parce que généralement, quand on code les algorithmes, il y a généralement trois situations. Le premier cas, vous devez résoudre un problème. Donc, vous devez vous asseoir, comprendre le problème d'abord avant de trouver la solution. Donc, généralement, comme je l'ai dit, il y a trois cas. Le premier cas, c'est que c'est un problème assez connu. Donc, vous avez à votre disposition une méthode qu'on utilise habituellement. Par exemple, pour trier un tableau, on sait déjà comment faire. Donc, vous n'allez pas tellement vous gêner. Par contre, il y aura d'autres problèmes où, en fait, vous allez vraiment devoir concevoir votre propre algorithme à partir de zéro. Maintenant, dans la conception de votre algorithme, il peut arriver que vous ayez, je ne sais pas, une intuition ou bien, comme dit un ancien prof de maths, la lumière vient sur vous et vous trouvez une idée géniale qui résout le problème facilement. Mais il y a aussi d'autres cas où vous devez vous asseoir et vraiment souffrir pour trouver la solution. C'est le prix à payer. Donc, ensuite, comparer les algorithmes et pouvoir choisir le plus adapté. Vous êtes devant un problème, vous avez plusieurs solutions, il faut choisir la meilleure solution. Donc quand vous avez deux algos, vous pouvez comparer leur complexité, voir celui qui vous arrange le plus. Donc, pour introduire le problème, il y a une histoire, j'ai lu ça sur le site de Forbes. Il a dit que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça aide quand même à bien comprendre le problème. Donc, quand on a le jeu des échecs a été inventé,
Il y a le roi qui a dit à l'auteur du jeu, j'ai demandé ce qu'il souhaiterait comme récompense. Donc, le monsieur lui a dit qu'il ne veut pas grand-chose. Il veut juste on va prendre un échiquier. Et donc, sur la première case de l'échiquier, on met un grain de riz. Sur la deuxième case de l'échiquier, deux grains. Le troisième, quatre grains, ainsi de suite. Donc, d'une case à l'autre, le nombre de grains de blé qu'on met va doubler. Donc, il y a cette image-là pour illustrer. Donc, on passe de 1 à 2. Donc, on double le nombre de grains en allant d'une case à une autre. Donc, quand le roi a vu ça, il a pensé que c'était assez simple, que ce n'est pas vraiment un gros prix à payer. Donc, il a dit à son trésorier de payer le monsieur ce qu'il a demandé. Environ une semaine après, le créateur du jeu vient voir le roi et lui dit qu'il n'a toujours pas reçu son prix. Donc, le roi a convoqué son trésorier et a demandé ce qui se passe. C'est là que le trésorier lui a expliqué qu'il ne peut pas payer ce que le monsieur a demandé. Parce que c'est vraiment beaucoup de grains de blé. Et que déjà, quand on arrive à la moitié de l'échiquier, il n'y a déjà plus assez de grains dans le royaume pour pouvoir payer ce que le monsieur a demandé. Donc, on va expliquer quel est le problème. On a dit que sur un échiquier, on a 64 cases. Donc, et si le nombre de grains de blé à mettre sur chaque case double à chaque fois, ça veut dire que le nombre total de grains de blé qu'on doit donner au monsieur, c'est ceci. Tu vois, on prend la somme de 1, des puissances de 2 jusqu'à 2 à la puissance 63. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la formule. OK. Donc, quand on calcule cette somme, on voit que le résultat, c'est 2 à la puissance 64 moins 1 qui donne le nombre là. Donc, je ne sais pas, c'est un assez gros chiffre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 20 chiffres. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Google. La masse moyenne d'un grain de riz se situe entre 35 et 50 mg. Donc, j'ai supposé que pour un grain de blé, excusez-moi, on va dire que ça fait 40 mg. Donc, je convertis 40 mg en tonnes. Ça fait 4 fois 10 puissance moins 8 tonnes. Donc, si ça, c'est le poids d'un grain de blé, multiplié par le nombre total de grains de blé à donner au monsieur, on doit lui donner en fait 737 milliards 869 millions de tonnes de blé. Si on pousse les recherches, en 2023, on avait produit mondialement 799 millions de tonnes de blé. Ce qui fait que le monsieur, en fait, son prix, c'est 223 fois la production mondiale de blé. Donc, ça veut dire que même dans 1000 ans, on ne va pas finir de le payer. Donc, des questions sur ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord. Jusque-là, ça va. D'accord. Donc, je remonte un peu. Donc, pour la fin de l'histoire, on a dit que le roi, finalement, a fini par tuer le monsieur juste pour donner une leçon à tous ceux qui, en fait, essaieraient de se moquer de lui en le mettant dans des situations embarrassantes comme cela. Bon, je pense que c'est un roi, il a fait ce qu'il fallait faire, mais en fait, je pense que c'est surtout parce qu'il a été ignorant et n'a pas vraiment bien calculé la situation. Donc, c'est des trucs devant lesquels, en tant que dev, on est confronté à ce genre de situation.
Vous écrivez un algo qui devant un problème qui a l'air assez simple, mais une fois que c'est déployé, ça va en production, on vous dit que on a un problème, ça prend trop de temps, etc. Ça prend trop de mémoire, ou bien même le serveur va cracher. Parce que vous utilisez trop de ressources. Donc, en tant que dev, en fait, quand vous écrivez un programme, vous devez vraiment mesurer sa performance et savoir si ça répond vraiment aux besoins. Donc, le but de la complexité, c'est de pouvoir déterminer en fait le nombre de calculs requis par votre algo et comment le temps de calcul aussi va augmenter quand la taille des données augmente. Donc, en fait, c'est de trouver une fonction qui permet de relier la taille de l'entrée, la taille des données au temps de calcul nécessaire pour résoudre le problème. Donc, premier exemple, un problème qu'on voit souvent, on dit de calculer la somme des n premiers entiers naturels. On doit calculer la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à peut-être 8. Donc, en apparence, c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué là. Il suffit juste de faire une petite boucle qui parcourt les nombres un à un et de faire la somme. Donc, le pseudo-code suivant, on initialise la somme à 0, on parcourt les nombres de 1 à n et on les ajoute à la somme. Et ensuite, on affiche le résultat. Le code est bon pour tout le monde. Euh, tu peux repasser sur l'écran? Ouais, voilà. Ouais, ça fonctionne. OK. Donc, on va supposer que un ordinateur peut faire environ 100 millions d'opérations à la seconde. Donc, notre programme sera assez performant quand n n'est pas trop grand. Mais quand n va prendre une grande valeur, disons 1 ou bien 2 milliards, on va voir comment le programme va se comporter. Donc, quand on fait quelques tests, là, il va falloir me faire confiance pour les résultats. Je les ai fait sur ma machine. Ça peut être différent chez vous, mais ce sera approximativement la même chose. Donc, quand n est égal à n à 100, le programme prend environ 0,0021 secondes, donc 21 millisecondes. C'est encore acceptable. Quand on passe à 10 000, on passe à 24 millisecondes. Quand on passe à 1 million, là, ça commence déjà un peu à augmenter. 100 millions, ça prend plus de 4 secondes. Et quand on passe à 1 milliard, le programme prend 46 secondes pour s'exécuter. Donc, à supposer que vous avez un petit site en ligne qui offre ce genre de trucs. Si quelqu'un tape 10 milliards, c'est que votre serveur n'est pas disponible est bloqué pendant environ 1 minute, ce qui n'est pas vraiment bon. Donc, déjà pour un petit problème comme ça, si on ne prend pas le temps de bien analyser la situation, on va te dire que bon, c'est simple, hein, je développe mon truc, je pousse, j'exécute et boum, il y a un souci en production. Donc, on voit que quand n atteint une certaine valeur seule, là, c'est 1 milliard, le temps d'exécution de l'algo augmente de manière exponentielle. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Donc, il faut avoir des programmes qui travaillent de manière efficace. Donc, on a de la chance. Dans le cas d'espèce, il y a un algo, une formule pour calculer cette somme-là. Donc, on a dit on appelle ça la formule de Gauss pour calculer la somme des n premiers entiers naturels. Bon, l'histoire raconte que quand Gauss, le mathématicien, était au cours primaire,
le professeur s'ennuie en classe. Donc, pour avoir la paix, il a dit à ses étudiants de calculer la somme des nombres de 1 jusqu'à 100. Donc, Gauss est revenu 1 minute après et il a donné les résultats. Le professeur dit, OK, fais la même chose maintenant jusqu'à 1 million. Le type lui a donné immédiatement la réponse. C'est là qu'il lui demande comment il a fait et il lui a expliqué la formule. Donc, pour faire la somme de 1 jusqu'à n, c'est juste une formule de faire n fois n plus 1 divisé par 2. Donc, comment il a trouvé la solution? Ça vient juste d'une petite observation. Vous voyez tous ces escalidros là? Yes. OK. Donc, supposons que je veux calculer la somme des nombres de 1 jusqu'à 8. Donc, je les ai tous notés ici. Il y a juste une petite observation à faire. On voit que si on fait 1 plus 8, le résultat est 9. Ensuite, 2 plus 7, le résultat c'est toujours 9. 3 plus 6, le résultat c'est toujours 9. 4 plus 5, ça donne encore 9. Donc, les nombres vont par paire qui donnent tous le même résultat. C'est-à-dire que si je fais juste le premier plus le dernier nombre et que je divise par le nombre de paires, je peux directement avoir le résultat. Puisque là, n est paire, je peux juste faire 1 plus 8 et j'ai 4 paires de nombres, ça me donne 4. Donc, ça me fera juste 1 plus 8 fois 4. Donc, le résultat sera 36. C'est bon pour tout le monde? Ouais. OK. Excusez-moi une seconde. Donc, on a notre formule. Désolé. Excusez-moi, petit souci technique. Donc, la formule à appliquer, c'est de faire n fois n plus 1 divisé par 2. Donc, pour avoir le résultat. Alors, notre nouvel algo, quand le test a de bien meilleures performances, le temps de calcul est globalement le même, quelle que soit la valeur de n. Donc, l'exemple, c'est pour introduire pourquoi il est important de bien analyser nos algos et de vérifier comment, en fait, le temps de calcul ou bien la mémoire utilisée augmente par rapport à la taille des données. Maintenant, ce qu'on a besoin d'utiliser, c'est ce que les mathématiciens appellent en anglais asymptotic analysis. Donc, c'est une convention, en fait, qui permet d'indiquer à ceux qui utilisent notre algo la complexité et le temps requis pour faire le travail. C'est un peu comme les spécifications d'un ordinateur. Vous avez un ordinateur avec sa configuration, mémoire,
processeur, stockage, et vous voyez si ça répond à vos besoins. Donc, ceux qui utilisent la notation Big O, donc c'est une mesure, comme je le répète, du temps et de l'espace requis par notre algorithme. Donc, comment on détermine la complexité d'un algorithme? Simple. Il suffit juste en fait vous allez compter le nombre d'opérations que l'algorithme doit effectuer à partir de votre code. Ensuite, essayez de trouver une formule et ensuite choisir une fonction mathématique couramment utilisée qui matche avec cette formule. Donc, premier exemple, on avait cet algorithme-là. Donc, on met la somme à 0. On parcourt les nombres de 1 à n. On les ajoute à la somme. Donc, combien d'opérations nous avons ici? L'opération d'affectation, ça fait une opération. Donc, la boucle, on voit qu'il y a 3 opérations. Il y a l'affectation initiale, l'assignement à la variable et la comparaison. Donc, si on était en langage C, ce serait beaucoup plus visible les différents éléments avec la boucle for. On voit qu'il y a 3 éléments, la valeur initiale, la comparaison et l'incrémentation en fin de boucle. Donc, ça fait 3 opérations pour ça. Ensuite, la somme, une opération, l'affectation, une autre opération. Alors, on va ignorer le coût de l'affichage avec la fonction print parce que ça ne concerne pas vraiment l'algo, ça c'est juste pour afficher les résultats. Ce qui est important en fait, c'est le calcul fait par l'algo. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Donc, si on compte les opérations, on a 5 fois n plus 1 opération totale. Je remonte la formule pour que vous voyez bien. On a une opération ici. Notre boucle, elle contient 5 opérations et on doit le faire n fois, d'où le 5n. Donc, on a 5n plus 1 opération au total. Alors, c'est là que les mathématiciens deviennent un peu paresseux. Ils m'ont dit que ceci là, c'est déjà trop long. Ils m'ont dit que quand on a quelque chose comme ça, on prend en fait l'élément dominant dans la formule. Donc ici, dans ce polynôme-là, le plus grand polynôme, c'est n. Et il y a des degrés 1. Donc, on prend le n comme élément dominant dans la formule. Ensuite, on enlève tout ce qui est constante et va rester seulement n. Donc, on dira que cet algo a une complexité taux de n. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, le deuxième exemple, avec la formule de Gauss, on aura une addition, une multiplication, une division. Donc, 4 opérations. Si on compte l'affectation. Donc, quelle que soit la valeur de n, on fera toujours 4 opérations. Donc, c'est une valeur constante. Donc, on dira que c'est taux de 1. Quelle que soit la valeur de n de l'entrée, le nombre d'opérations d'échange, ce sera toujours 4 opérations. Donc, deuxième exemple, on va faire une exponentiation. On a deux nombres b et e, deux entiers naturels, et on doit calculer b à la puissance e. Alors, quelqu'un a un algo à proposer pour faire cela?
Un volontaire Allô? pour proposer un algo, oui. On ne va pas utiliser les fonctions mathématiques. Lequel? Euh, comment on appelle ça? Quand j'ai fait la librairie maths, en fait, selon le langage de pro, enfin, qui permet Non, d'avoir... Non? non. Suppose que tu es un des tout premiers informaticiens. Mhm. Tu dois développer un algo pour calculer, pour calculer bien la puissance E. Le Alors, un like. volontaire? On, on peut toujours. Bon, il y a toujours une approche naïve, je vais dire. Si on veut calculer, par exemple, B à la puissance E, on multiplie B fois B fois B, E fois. Donc, l'idée, de façon très naïve, c'est de multiplier B, B par lui-même, E fois. Donc, voilà, si on devrait faire ça avec du Python, par exemple, on peut mettre en place une fonction qui prend un paramètre B et E. On initialise un résultat à 1, par exemple, et on fait une boucle avec une variable I, ainsi de suite, range I. Donc, on multiplie le résultat par lui-même. Enfin, result multiplié, je ne sais pas comment on dit ça à la bouche, hein, mais l'idée est là. Ceci là, Euh, voilà, exactement. Donc, ça c'est la façon, voilà, voilà, exactement. Et c'est inefficace si E est très grand. Donc, je n'ai ok. pas compris. Il y a un message dans le chat, je n'ai pas compris. Oui, en fait, j'évitais de donner une approche contre performance. C'est pas qu'il fallait passer par là d'abord. Ah bah, il faut toujours commencer quelque part, même si c'est une approche naïve. Donc, D'accord. donc c'est bon, comme approche, c'est assez simple. Après, on peut augmenter, on peut améliorer progressivement. Donc, si on doit compter le nombre d'opérations dans ce tableau, quelqu'un veut s'y prêter? J'ai pas entendu la question. Si quelqu'un veut essayer de déterminer la complexité de l'algo, bon, du programme, un algo, Euh, c'est du N au carré. comment dire, il a trouvé que c'est n au carré. Enfin, c'est bon, c'est surtout à cause du fait qu'on multiplie. Mais bon, là, on est. Non, je crois pas que ce soit du N carré. Un instant. Je réfléchis un peu. Ouais, il n'y a pas de magie. Comme juste les opérations une par une, c'est tout. Si, si. La complexité, c'est pas Bigot de N plus 1. Parce qu'il y a une première affectation. Quand tu dis bigot de N plus 1, là, bon, généralement, on néglige les constantes, non? Ouais. Attends, stop. Oui. Oui, Jonathan, tu peux parler. C'est interactif, donc. Oui, bon, pour moi, la complexité, c'est O de E.
Ok, comment tu as déterminé ça? Ouais, c'est pas faux. Bon, il y aura, si on, enfin, la boucle va saisir l'opération P égale à P fois B va s'exécuter E fois. Ok, Donc, on a E opération. on n'a pas Ouais, eu ouais. opération. La boucle Bon, va s'exécuter une fois, d'accord? oui, Dans la boucle, on a 5 opérations. plus ce qui est encore pour l'affectation. Ouais. Bon, Donc, ça fait 5 fois E plus 1. bien. Maintenant, comme on l'a dit, on enlève les constantes et on garde le facteur dominant. Exactement. Donc, ça fait O de E comme complexité. Donc, ensuite, donc ça, c'est un bon algo. C'est pas qu'il est bullshit comme Shadrach l'a dit. Donc, mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Donc, il y a le binaire qu'on utilise en informatique qui a une propriété vraiment intéressante. Il y a une propriété qui découle du binaire, en fait. Ça dit que tous les nombres entiers naturels peuvent s'écrire comme une somme de puissance de 2. Puisque quand on décompose un nombre en binaire, on ne fait que le décomposer en somme de puissance de 2. Par exemple, j'ai mis des exemples. 5, ça fait 1 plus 4. On aura 12 qui fait 4 plus 8. 23, ça fait 1 plus 2 plus 4 plus 16. 100, ça fait 4 plus 102 plus 64. Donc, on est habitué à ça, on utilise ça tous les jours sans s'en rendre compte dans le programme. Donc, on peut en fait profiter de cette propriété-là pour faire un peu mieux l'opération d'exponentiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 à la puissance 5, si 5 c'est égal à 4 plus 1, ça veut dire que 1 à la puissance 5, c'est tout simplement 1 à la puissance 4 fois 1 à la puissance 1. 1 à la puissance 12, ça nous fera 1 à la puissance 8 fois 1 à la puissance 4. Donc, on profite en fait de la décomposition, de la représentation en binaire pour décomposer le produit. Le produit. Donc, est-ce que vous voyez un peu le pattern qui découle de ça? Si j'ai déjà précédemment calculé 1 au carré, il me suffira juste de faire 1 au carré fois 1 au carré pour passer à 1 à la puissance 4. Donc, je n'ai vraiment plus à me gêner pour faire les mêmes calculs plusieurs fois. Oui, la récursivité. Non, il n'y a pas même de récursivité. On peut juste utiliser une boucle. OK. Donc, l'algo devient ceci. Donc, au lieu de juste vous plaquer le code là, j'ai écrit un petit script Python qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Bon, attendez, je vais changer. C'est lequel? 22 quoi. Non, c'est pas toi. Merde. Bien, je crois que c'est bien mieux.
Donc, là, je donne l'exemple de 12. Vous voyez tout ça, le code est assez lisible pour tout le monde. Ouais. OK. Donc là, par exemple, je veux calculer 7 à la puissance 12, par exemple. Donc, avec la représentation en binaire de 12, donc on a 12 qui se décompose en 2 au cube plus 2 à la puissance 4, ce qui fait 8 plus 4. Ça veut dire que 7 à la puissance 12, ça fait 7 à la puissance 8 fois 7 à la puissance 4. Donc, mais si au cours de la j'ai déjà calculé 7 à la puissance 4, 7 à la puissance 8, c'est juste le carré de 7 à la puissance 4. Donc, je n'ai pas vraiment encore à trop me gêner pour le faire. Je vais juste le multiplier par sa précédente valeur. C'est pour ça que dans l'algo ici, vous remarquerez que d'une étape à l'autre de la boucle, on multiplie D par lui-même. Ce qui fait qu'on gagne du temps. On n'a pas besoin, si j'ai déjà calculé B à la puissance 4, au prochain tour de boucle, je dois calculer B à la puissance 8. Donc, c'est ça le multiplier par lui-même. Vous avez compris le principe? Non. D'accord. On va réexpliquer. Bien. Si vous voyez la représentation en binaire de 12, 12, ça fait 8 plus 4. Jonathan, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ça veut dire si je veux calculer 7 à la puissance 12, d'accord que si je décompose l'exposant, si je dis que 7 à la puissance 12, c'est 7 à la puissance 8, plus 7 à la puissance 4, tu es toujours d'accord? Oui, je suis d'accord. OK. Donc, dans ma boucle, je parcours les bits du plus petit au plus grand, d'accord? Donc, ici, je vais calculer 7 à la puissance 0, qui me donne 1. Ah, c'est à ce niveau-là. C'est bon? Oui, c'est bon. Ensuite, ici, je dois calculer 7 au carré. D'accord? Ici, je dois calculer 7 à la puissance 4. Ici, 7 à la puissance 8. Or, 7 à la puissance 8 qui est ici, c'est juste 7 à la puissance 4 au carré. Donc, si j'ai déjà calculé 7 à la puissance 4, je n'ai plus à me déranger pour calculer 7 à la puissance 8 depuis le début. Il suffit juste de multiplier 7 à la puissance 4 par lui-même et c'est bon. Peut-être que quelqu'un c'est toujours pas clair? Il y a un silence plateau là. Non, c'est bon de mon côté. Bon, on peut avancer d'abord. Je vais rattraper le train. OK. Donc, cet algo, en fait, profite de cette propriété-là et évite de faire des calculs inutiles. Donc, le coût de notre algorithme, on a ici une affectation, on a notre boucle et on retourne le résultat. Donc, la boucle contient 9 opérations et le coût total, ça nous fait 1 plus 9 fois K. Donc, K est le nombre de fois que la boucle s'exécute. Donc, voici ma question. Quelle est la valeur de K?
Quelqu'un a la réponse? Moi, j'ai pensé au log de E parce que tu as divisé à chaque fois E par 2. Ok. Une autre proposition? On peut voir le slide précédent. S'il vous plaît. Le code ou bien ceci. Ok, oui, ça là, oui. Euh, Voilà le cas. Pas aucune idée. Donc, comme Hassan l'a dit, K, en fait, c'est le logarithme de E en base 2 plus 1. Donc, le nombre de fois que on fait cette boucle, c'est juste le nombre de bits qu'il y a dans la représentation binaire de E. Donc, voici le logarithme bien. Donc, je crois qu'on connaît tous les bases de numération. Les hommes utilisent généralement la base 10. On dit que c'est parce qu'on a 10 doigts sur la main qu'on utilise la base 10. Mais au cours de l'histoire, il y a eu plein d'autres systèmes de numération qui ont été utilisés. Par exemple, il y avait le système de numération romain. Eux utilisaient 7 symboles. Il y avait les Babyloniens qui avaient un système en base 60. Les Mayas et les Aztèques qui utilisaient la base 20. Bon, donc, au cours de l'histoire, seulement au cours de l'histoire que la base 10 s'est imposée. Sinon, que globalement, il y a plein d'autres bases. Vous pouvez même créer votre propre base. Ce n'est pas un problème. Donc, mais en informatique, on utilise principalement la base 2, le binaire, la base 8 et la base 16, les arcs décimales. Donc, je ne vais pas faire un coup de maths, mais juste que quand on parle de logarithme d'un nombre, ça vous permet en fait de savoir combien de chiffres vous avez besoin pour représenter le nombre là dans la base. Donc, si je suis en base 20 et que je calcule le logarithme de x et que j'ai peut-être 12, ça veut dire que j'aurai besoin de 12 chiffres pour représenter, pour écrire x dans la base. Donc, on a appris en terminale que quand j'écris log à base b de x est égal à y, ça veut juste dire que b à la puissance y est égal à x. C'est bon pour tout le monde? OK. Désolé pour ceux qui sont allergiques au matin. On en fait un tout petit peu ici. Donc, je vais vous donner des exemples. Par exemple, le logarithme à base de 16, c'est 4. Pourquoi? Parce que de la puissance 4, ça donne 16. Donc, c'est juste une application de la définition qui est ici. Donc, dans le lot, il y a le logarithme naturel avec le nombre d'Euler qui revient souvent. Donc, les logarithmes ont plein d'autres usages. Mais dans le cas d'espèces qui nous intéresse, c'est cette utilisation-là dont on a besoin. Donc, on l'a dit, notre boucle va s'exécuter log de E plus une fois. Donc, ça veut dire que notre coût, c'est ceci, 1 plus 9 fois logarithme à base de E plus 1. Et comme on l'a dit, on enlève les termes constants et on garde le facteur dominant de la formule. Donc, on se retrouve au de log de E. Est-ce que le raisonnement vous convient ou bien vous pensez que c'est incorrect?
Pour moi, c'est bon. Hein. Ça droite, tu ne dis rien. Ok. Donc, si on compare les deux algos, on verra que l'algorithme naïf d'exponentiation sera taux de E et celui qui utilise le binaire va se faire en temps logarithmique. Donc, vous revenez de choisir celui qui vous convient le mieux. Donc, si vous regardez dans la bibliothèque standard de Python ou bien de la plupart des langages, c'est cet algo-là qu'ils utilisent pour l'opération d'exponentiation. Donc, sur ce tableau, vous allez voir ça souvent, ça revient souvent en fait. On a des graphes pour la plupart des fonctions couramment utilisées. Ça vous donne une idée en fait de comment la fonction croît en fonction de son entrée. Donc, ils ont mis un code de couleur. Généralement, les fonctions qui sont dans les zones vertes, jaunes et oranges sont souvent considérées comme performantes. Si vous avez un algorithme qui fait n log de n ou bien qui est taux de n, généralement, c'est considéré que c'est bon, puisque c'est une croissance qui n'est pas exponentielle. Mais pour tous les autres, c'est que vous êtes dans des fonctions qui font n au carré 2 fois 2 à la puissance n. Généralement, on considère que ce n'est pas vraiment performant. Mais ça, il y a vraiment, ça dépend vraiment de votre besoin. Il y a des situations où vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir un algorithme qui fait n au carré. Par exemple, si vous faites de la théorie des graphes, il y a des algorithmes qui sont toujours en fait en n au carré ou bien en 2 à la puissance n. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas encore des algos performants pour ce genre de problème-là. Donc, vraiment, en fonction de votre besoin, ce n'est pas que on va vous dire que dès que quelqu'un dit que mon algo fait n au carré, que c'est mauvais. Pas du tout. Ça dépend de la situation dans laquelle il est. Vous n'avez pas le choix, en fait. Donc, j'ai mis 2, 3 exercices pour nous entraîner. Le premier, on va essayer de déterminer la complexité de cet algo-là. Quelqu'un veut essayer? Oui, moi. Quelqu'un d'autre n'a pas enseigné Jonathan, s'il vous plaît. Je peux utiliser un autre prénom. Nous quoi alors? Ouais, je peux désigner sur droite. Bon, bah, il faut bien quelqu'un. À cause des à cause des deux Bon, et que c'est on t'entend faiblement. Ou bien c'est moi? tu me pas complètement Non, non, non. On n'entend pas bien. c'est mal. Bon, ok. Je crois qu'il y a Brice qui avait levé la main. Quelqu'un a levé la main. Tu peux parler. Brice, tu peux Je parler. crois qu'il a déjà répondu à la question dans le chat. Ok. Oh, Joël, il a dit que ça fait bigot de n au carré. oui. Ok. Donc, on voit que la boucle, la grande boucle fait 1 à n. La boucle interne aussi fait 1 à n. À l'intérieur, on fait un calcul. Donc, ça lui sera juste 1 fois n au carré. Donc, n au carré. Bon, ok, Brice, il y a un deuxième exercice pour toi. Ceci.
Do something. Euh, Quelque chose. je pense que ça fait la même chose. Vraiment? Oui. Il faut bien lire. Est-ce que ici, J ne va pas de 1 à J ne N? va pas à J N. va J va de Ah oui, effectivement. A plutôt I. à N. Ouais, pas N. En gros, pour chaque valeur de I, on exécute J for. Yes. Donc, ça fait. Ça fait quoi? Je vous aide un peu. On a vu ça tout à l'heure, même la réponse. Ok. Ça a mis la réponse. Ah oui, c'est bon. Bravo. Mais ce n'est que la moitié de la réponse. On a dit qu'on doit prendre l'élément dominant dans la formule. Donc, si on développe n fois n plus 1 divisé par 2, on verra qu'il y aura un n au carré qui apparaît. Donc, mais ce n'est pas tout à fait la réponse. Il y a cette fonction-là qui est dans le code do sorting. Donc, on ne connaît pas la complexité de cette fonction-là. Donc, la réponse, en fait, ce sera n au carré fois la complexité de cette fonction-là. Donc, ce n'est pas n au carré, c'est n au carré fois ce qui se fait dans la fonction qui est appelée ici. Donc, si vous écrivez un programme qui fait appel à d'autres fonctions, vous aurez besoin, en fait, de savoir la fonction que j'appelle là, quelle est sa complexité à elle, pour avoir son influence sur votre code. Alors, si vous vous débrouillez, vous avez un algo qui est en log de n, et puis à l'intérieur, vous appelez une fonction qui est peut-être en n au carré. Le résultat final, ce ne sera plus log de n, ce sera log de n fois n au carré. Donc, le coût des appels de fonction ne doit pas être négligé. Vous savez, généralement, quand vous mettez des bibliothèques en open source, les gens prennent vraiment le soin d'avoir des algos performants pour éviter que on ne dise qu'ils n'ont pas fait du bon travail. Donc, à la fin des slides, s'il y a des questions, Oui, j'ai une question. oui, Lorsque j'ai un algo, par exemple, en O de n carré, oui. mais que deux ordinateurs doivent concourir pour exécuter, est-ce que, je dis n'importe quoi, à ce moment-là, je suis toujours dans l'exécution finale, je suis toujours à un O de n carré? Je me comment dire, faire des calculs distribués, c'est ça? Ouais, En fait, ça veut dire que tu auras. Bon, ça, je ne peux vraiment pas te répondre. J'ai jamais. Le but du calcul distribué, c'est de partager la tâche, hein. Donc, au niveau de chaque ordinateur, tu auras une certaine quantité de données. Donc, tu calcules au niveau de chaque ordinateur et tu fais en fait maintenant la somme de du calcul de chaque ordinateur. ouais. Je pense. Bon, donc je pense que tu peux calculer, même si
Tu as plusieurs workers, au moins chaque worker travaille en fonction des données qu'il a. Non? Oui, oui. Mais elle ne travaillera Donc, plus sur toute cette la donnée. Si on a oui, peut-être un client, on va faire la moitié, peut-être. oui, donc ça ira plus vite. Mais la complexité de la gauche ne change pas. C'est juste que tu as mis plus de personnes dessus. Tu as juste partagé le travail. Ça ira plus vite, mais ça ne baisse pas la complexité de l'algorithme lui-même. D'accord. D'autres questions? Pour peut-être, bon, si on doit peut-être nuancer, ça pourrait peut-être jouer sur la complexité temporelle. Euh, Puisque là, on parle de, je pense qu'on a parlé de deux types de complexité ici. Il y a le temps que ça prend, il y a l'espace que Mhm. ça prend. Donc, si on met plusieurs trucs sur la même tâche, on pourrait peut-être gagner en temps. Mais comme tu as dit, la complexité générale ne diminue pas. Yep, exactement. Another question? C'est les maths qui vous ont fait peur, c'est ça? Faut dire que, bon, euh, c'est un enfer. Ah, j'ai fait le match, je suis un peu rouillé parce que on n'interagit pas avec tout le temps. Il y a longtemps. Est-ce Ouais, ça fait longtemps. C'était des trucs euh, qui venaient comme des réflexes, mais là maintenant je vois que je dois relire encore un peu. Tu peux mettre dedans. Hein. Les petits Chinois font ça rapidement. Bon, je sais aller trop loin, Ouais. même à côté ici. Les Arabes et les Africains font ça très bien. Et nous, là, on a un problème. Mais bon, ça ne peut pas partir. Donc, je comprends. Mais, Après, si, oui, s'il y a peut-être des ressources à partager euh, pour revoir un peu déjà des ressources pour identifier les cas où on n'a pas réinventé la roue. Quand on voit un problème de gosse, par exemple, il ne faudra pas se casser la tête quand on voit un truc, si c'est une suite numérique, pour rapidement identifier le terme, des trucs comme ça. S'il y a peut-être des ressources pour ce genre de choses, ce serait intéressant de les avoir et tout. Aussi, les trucs de base, en fait, les maths de base, logarithme, exponentielle, ainsi de suite. D'accord. oh, alors pour être honnête, la seule ressource, là, c'est la pratique. Parce que toi-même, tu l'as dit, si tu ne le fais pas régulièrement, tu vas oublier. Donc, en fait, vraiment, ce n'est pas des choses qui sont compliquées, en fait, c'est juste que, à force de faire ça, on s'y habitue, on identifie rapidement les patterns, on se retrouve rapidement. Ouais, je C'est suis vrai qu'il y a, d'accord. bon, c'est vrai il y a par exemple ce site-là. Bon, c'est un livre qui est référence en matière d'algorithmique. Donc, ils ont mis en ligne. Je vais coller les liens dans le chat. Et sur YouTube aussi, il y aura les liens dans la description de la Ok. vidéo. Mais honnêtement, c'est vraiment avec la pratique. Il n'y a vraiment pas de secret. Ce genre de choses. OK. Une autre question. Et aussi, euh, un reproche que je fais souvent en fait à nos enseignants ici. On nous apprend les maths comme des trucs à bûcher. Or, ce n'est pas le cas. Il faut juste en fait comprendre l'idée qui est derrière une fonction, l'intuition. Mais malheureusement, on ne nous apprend pas ça. C'est juste, on vous dit juste la formule, on te place au tableau.
Et je ne veux pas me faire les élèves, mais est-ce que les enseignants qu'on nous donne maîtrisent le sujet, en fait? Si quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet doit t'enseigner la chose, c'est sûr que ça. Ça me rappelle que il y avait, il y avait le professeur Carlos qui nous disait souvent que normalement, pour pouvoir enseigner à des étudiants de licence, il faut que tu aies au moins le doctorat. Parce que tu auras déjà vu des choses que tu auras vu assez de choses et tu es déjà aguerri pour les choses, pour les béabas. Il ne faudrait pas que l'étudiant t'amène quelque chose que tu n'as jamais vu, tu vas te guérir devant lui. Donc, il y avait ce problème-là qui posait souvent. Donc, pour mon expérience, en fait, moi, j'ai eu à revoir travailler beaucoup de recherches pour voir ce qui se fait ailleurs, comprendre les choses. Et vraiment, avec l'idée, en fait, c'est de ne pas avoir les marques comme des formules à appliquer. Il faut juste comprendre l'intuition qu'il y a derrière, celui qui a créé la formule, mais la fonction, le besoin qu'il avait et qu'il a poussé, le cheminement qu'il a fait pour trouver cette idée. Parce que c'est pas de la magie, en fait. C'est juste quelqu'un comme nous qui s'est assis, qui a réfléchi, qui s'est creusé les ménages. On a le défaut de vouloir nous faire penser que le maths, c'est un truc pour les gens vraiment intelligents. Ce n'est pas le cas. C'est juste de l'observation, s'asseoir, réfléchir et payer le prix, quoi. C'est tout. OK. Donc, il y a des questions? Non, tout à l'heure, Jocelyne, je vous laisse la parole. Jocelyne? Je suis là. OK. Donc, je disais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, s'il n'y en a pas. Non, je ne vois pas de. Je vais voir. Dans le chat, il n'y a pas. Et voilà. OK, il y a Edem qui lève la main. N'oublie pas de copier le lien dans le chat pour que je puisse mettre OK. dans mes propos aussi et tout. Edem, tu peux y aller. D'accord, d'accord. Non, au début, il avait parlé de la notion de Big O, je crois, hein, si j'ai bien entendu. Et le concept était, le principe de base, c'est qu'il faut exprimer la complexité de l'algo dans le pi des cas. Et si j'ai bien suivi. Oui. Maintenant, Bon, généralement, pour rebondir rapidement, je ne te coupe pas. Hein. okay. On fait le pire des cas et aussi, bon, on fait trois, le pire des cas, le meilleur des cas et, bon, moyennement, quoi. Ok, d'accord, c'est bon. Je voulais demander pourquoi ne pas faire le cas moyen, en fait, je sais pas que, genre, je veux des trucs. Oui, Non, le cas moyen, en fait, généralement, on préfère le pire des cas. Alors, on sait que, bon, on sait à quoi s'attendre si tout va mal. tout va mal. C'est important. Ok, je vois. Bon, d'accord, c'est bon. OK, super. Merci, Edem. Plus personne n'a de questions. Moi, j'ai une question. OK. Je me pose la question, c'est les marques qui font peur ou bien quoi? J'ai pas compris. En fait, il y a ce truc là-haut. Bon, je sais pas si c'est les marques qui font peur. Peut-être c'est le pays où on est qui est comme ça. Hein, franchement, c'est pas des trucs compliqués vraiment. C'est très simple. En fait, quand on ne pratique pas, c'est ça qui est le problème, en fait. C'est surtout la pratique, comme tu as dit. Par exemple, la dernière fois, moi, je faisais des exercices sur ça et tout. Ça allait. Mais comme ça fait 3 semaines, voire un mois,
J'ai eu l'impression d'oublier encore. Donc, c'est vraiment, vraiment de pratiquer, en fait. Et ça, je pense que ça peut aller. Sinon, je Ah, pense que ok. Il y a une question de Jonathan qui demande si on peut prendre un problème random sur LeetCode pour voir. ouais, on peut essayer. Tu vois, et Jonathan va commencer. Et je dis Jonathan. Et Tibaros va commencer. Attendez, je vais voir. C'est quoi tout ça même? On va. Ah, Lionel, on te conseille d'ouvrir une chaîne YouTube pour nous réapprendre ça. Moi, non, je vais ouvrir mon école, je vais gagner de l'argent avec. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. On peut aussi passer par Help Skills aussi. Hein. Ah, il y a ça aussi. Mais c'est vraiment important quand même. Et c'est pas seulement Python, Bon, c'est même se pose des moi, requêtes. j'utilise pas LeetCode. C'est vraiment ce que j'utilise d'habitude. Donc, non, un problème. Oui, Udem. C'est tout ce que je veux dire. Hein. Comment la complexité d'un algo, par exemple, on travaille sur une plateforme et on veut implémenter une feature qui demande un algo complexe, comment la complexité là peut impacter les choix d'architecture à mettre en place? Supposons qu'on est dans un cas des volumes de gros données, par exemple. Mais voici, j'ai bien posé la question. Si, tu as bien posé la question. C'est ça, on disait en fait tout à l'heure, quand on faisait l'algorithme de la somme. Tu vois, quand on était à 1 million, c'est devenu compliqué. Quand on est passé à 100 millions, c'est encore plus compliqué, tu vois. Donc, plus on aura de données, plus généralement avec les codes intuitifs qu'on trouve, la complexité sera certainement élevée. Donc, comme il a dit, le mieux, en fait, quand on fait les algos, c'est quand même d'essayer de rester dans les big O, log et tout. Mais quand on arrive à partir de big O de n, c'est pas bon du tout. C'est vraiment pas bon. Donc, en fait, quand tu fais ton algorithme et tu vois qu'il peut y avoir un certain nombre d'interactions maximales, en fait, c'est à toi de revoir en fait le code pour que ça puisse prendre le moins de temps possible à exécuter. Donc, effectivement, faire un random peut t'aider en fait à voir, tu génères un gros volume de données, tu fais tes tests dessus et tu regardes en fait la complexité et en fonction de ça, tu travailles. Bon, c'est ce que moi je peux dire hein, pour l'instant. Je ne sais Ok, pas si d'autres peut ajouter quelque chose. C'est pareil quand on est dans les requêtes. Par exemple, quand on fait les ouais, requêtes, quand les requêtes je comprends, sont je complexes, comprends. voilà, on passe sur les fonctions les window functions pour le truc là. D'accord, je comprends, je comprends. Voilà, donc j'ai choisi un problème. C'est qui c'est du virus ou bien c'est. C'est du virus. Ok. Il a fui, c'est ça? Non, je pense qu'il est là. Attends, je vais voir. Ah, et Robert. Il a fui. Ok, on va prendre Zeno. Un volontaire. S'il est volontaire, il ne faut pas que tu désignes quelqu'un. Ok, d'accord. Un volontaire pour essayer. Ok, je me sais.
Ok. Alors, je vais commencer vraiment par un truc. Voilà, ça va pas être performant. Allons-y d'abord. Je parle, vous allez écrire le code, c'est ça? Ou le pseudo-code? Non, bah, tu as déjà compris le problème? Ouais. Ok, non. Ça demande de faire quoi? Enfin, il nous sera fourni en fait un entier int, donc pas un certain premier joueur. Donc, notre rôle en fait, Ok. c'est de fournir euh, une liste entière. Donc, de telle sorte qu'en fait, euh, on aura pour chaque entier plus 1, fait la somme de la liste des entiers pour chaque entier y1 plus 1 tel que c'est décrit là. Ça doit en fait donner le int que le gars fournit, que le premier joueur fournit en fait. C'est la somme ou bien le produit? Enfin, le produit de Ok. chaque i plus 1. Ok. Donc, successivement, ça doit donner int qui a été fourni en entrée. Ok. Donc, Donc, intuitivement, là, bon, oui, désolé de guider un peu, mais d'après toi, d'accord, tu as le problème, c'est-à-dire qu'il demande de faire ça, mais en fait, quel est, en fait, le problème à résoudre? En fait, généralement, ces trucs, ils donnent un problème. C'est à toi de savoir, en fait, ce que tu dois, le problème à résoudre, parce qu'ils vont cacher le problème sur une description un peu bizarre qui va te faire réfléchir avant de trouver, en fait, le vrai problème à résoudre. Donc, c'est vrai que là, tu as décrit le problème, mais en fait, il demande de faire quoi là exactement? Il y a aussi, n'oubliez pas, il y a l'input aussi qui est intéressant, c'est que le int doit satisfaire un certain critère en fait. Ça doit être compris entre 10 puissance 3 et 10 puissance 9. Ok. ouais. Donc, ça Ouais. doit aussi guider dans l'algo, en fait. Ouais. On peut voir l'output. Moi, ça me fait. Attends. Ça me fait penser à Factorial. Ouais. OK. Donc, en fonction de l'entrée, en fait, ça te guide déjà dans l'algo que tu dois. Donc, tu vas de. Est compris entre 1000 et 1 milliard. Ouais. Bon, peut-être qu'on va faire fi cas de gros nombres d'abord. Après, Ok. Oui, mais je veux savoir, en fait, il demande de faire quoi là exactement dans l'exercice? il Quelqu'un faut pouvoir voit? déterminer en fait, faut pouvoir déterminer en fait la suite des YI. Oui. En Donc, les fait, produits devoir donner en fait une seule fin. oui, Donc, c'est la suite là en fait qu'il nous faut trouver. d'accord. Bon, maintenant, en fait, j'ai toujours une question, quoi. Quel est le Oui. problème à résoudre? Ce n'est pas de déterminer la liste Oui, des c'est cas. de déterminer la liste des cas, mais en fait, il y a quelque chose qui est caché là, en fait. Ouais. Il y a un truc qui est caché parce que on fait des Y plus 1 de produit jusqu'à obtenir X. Ça Et on aussi, veut on veut que le nombre là, la liste soit la plus grande possible. oui, et ça, oui. C'est pas. Bon, allez, je vous donne la réponse. Il demande en fait de faire la décomposition en produit de facteur premier de X. C'est tout. C'est des choses pour Si vous regardez Bon, bien, c'est tout. bon, pour être honnête, c'est ça. Non, attendez, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut Ouais. trouver les bonnes phrases mathématiques pour dire,
pour reconnaître déjà même les patterns et tout. Mais comment on pouvait avoir cette conclusion? Bon, Je regardais donc, le truc, ça me disait quelque chose, mais je ne voyais pas. Je voyais pas. Je cherchais dans ma tête, en fait, quelles sont les formules mathématiques qui peuvent vraiment cadrer avec ce qui était là. Mais franchement, je n'ai pas du tout pensé à ça. donc, la première étape, il faut d'abord identifier le problème. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il faut maintenant, en fonction des contraintes, là, trouver le bon algo pour résoudre ce problème. Donc, on doit faire la décomposition en produit des facteurs premiers du nombre. Maintenant, trouver le bon algo. Donc, voilà. Donc, tu veux essayer? Oui, j'étais déjà dessus. Bon. Ah, ok. Tu veux partager ton écran? Je vais arrêter mon partage à moi. Ok, un instant, Arrête mon partage. Par contre, j'ai une question, Lionel. Comment tu as fait pour savoir que c'était ça? Parce que tu es allé chercher le problème. Je l'avais déjà résolu. Bon, pour la petite histoire, c'est un des premiers problèmes que moi j'ai eu à résoudre sur ce site-là. Ah, ok, d'accord, je vois. Donc, c'était il y a longtemps. Donc, ça m'a resté quand même. Wow. C'est bien. Mais parce que tu as trouvé là. alors, un instant. Bon, ça va chauffer maintenant. Alors, pseudo-code ou bien code direct? Code le pseudo-code, hein, c'est pas un problème. Bon, peut-être que j'essaie de faire les deux aussi en même temps. On ne voit pas ton écran. On va Oui. pas sonner. Un instant. Non, pas dans notre espace, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Euh, Oh, je n'avais pas coupé cette histoire. Oh. C'est la couleur de Chimilène, là, tu as toujours dessus. un instant, un instant. Ok, vous voyez mon écran? Oui, oui. Mais moi, je ne vois plus le problème, mais c'est pas grave. Je vais essayer de. Donc, Non, je peux t'aider. oui, j'ai un. Et après, en fait, tout ce que je veux, c'est Y plus 1. Un, Y, tu veux dire n'importe quoi. Plus 2, plus un, plus 1. Jusqu'à là. Bon. plus un. On a dit que c'est un problème de décomposition de En composition. produit de facteur premier. Sorry. Sorry. Bien. Ce que j'ai fait donc alors, c'est de trouver l'algo pour avoir en fait ins dans cette décomposition-là en fait. Donc, pour essayer d'avoir une idée de comment ça va se passer,
je vais prendre une valeur de ins que je peux maîtriser, voir un peu comment je peux décomposer ça et après j'écris l'algo pour faire une décomposition simple. Ça peut aller. Donc, si je prends ins 10 par exemple, en fait 10, je peux diviser par 2, ça va faire un 5. 5 ne peut diviser, donc directement je peux avoir 5 de 1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je n'ai pas de retour, hein. Tu peux avoir un dedans. Ah, pardon? Tu peux avoir un. Ok, bon, sorry. Alors, ce que je vais faire pour ce cas-là, par exemple, je vais dire que je vais diviser ins par 2 et m'assurer en fait que le... Enfin, ça c'est encore notre problème. Ici, le nombre n'est pas divisé par 2 d'un premier coup. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que je peux choisir de travailler qu'avec 2? Enfin, Bon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux diviser le nombre par 2 d'abord pour voir si ça passe. Si ça ne passe pas, tu passes à 3, à 4, ainsi de suite. mais je vais m'arrêter quand? En fait, quel est le range des multiples que je dois vérifier? Bon, je vais choisir 2, 3, 5. Et si je te mettais 41, tu vas dire quoi? Oui, si vous mettez 41, ça ne respecte aucun des deux, donc ça va revenir à lui-même. Donc, tu vas dire que ça ne passe pas. Ah oui. Donc, on disait quoi même au secondaire là, que tout nombre entier a un diviseur inférieur ou égal à sa racine carrée, là. Quand un nombre n'est pas premier, il a un diviseur, au moins un diviseur inférieur ou égal à sa racine carrée. Donc, à partir de là, en fait, tu sais où t'arrêter. Donc, tu vas parcourir le nombre de 2 jusqu'à racine carrée de x. Voilà. Ok, donc on va commencer à parcourir ça. Pour un entier n à 2 jusqu'à racine carrée de n, x plutôt. Donc, je vais faire je vais diviser, non, Tu dois vérifier la divisibilité. voilà, si le reste de la division le modulo 101, ici, modulo n à 0. Donc, si c'est divisible, je vais diviser. Alors, ben, pourquoi? Bon, je vais même quand même vérifier aussi directement. Je vais diviser. Ok, donc si c'est divisible, je divise. C'est bien ça, hein? Oui. Maintenant, après, il faut que je garde une trace de cette histoire. Donc, si c'est divisible, je divise. 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 Si
Parce qu'à la suite, il faut que je récupère en fait que je récupère les... Non, je ne veux pas diviser, je ne veux pas le résultat. Je veux les multiples ou les facteurs. Donc, c'est plutôt n qui m'intéresse. Donc, je vais garder en fait la suite des n qui remplissent ces conditions-là dans un tableau. Est-ce que c'est bon? Excuse-moi, tu as dit? J'ai dit, au lieu de garder, en fait, de faire l'opération de division, en fait, en quelque sorte, ce n'est pas le résultat qui m'intéresse. Ou je ne sais pas si je me trompe. Si je fais x divisé par n, j'aurai un résultat. Oui. Ok, qui pourra me permettre de dire en fait que x, c'est n div. Ok. Oui, justement, mais ce n'est pas le résultat qui m'intéresse. En fait, je veux le facteur qui remplisse la condition. C'est lui qui est dans div actuellement, non? Donc, tu peux utiliser un tableau peut-être stocker les facteurs que tu auras trouver durant le processus. Ok. Bon, je fais une notation comme ça juste pour expliquer que c'est un tableau qui va prendre successivement les résultats de la division. C'est PHP, ça. Bon, quand on a vu comment je peut-être on a compris. Donc, quand je vais finir ça va parcourir. Après, j'ai les facteurs. Et je t'ai parcouru tout le. Tu sais que par exemple, je peux avoir, si j'ai par exemple le nombre à tout cas, si je dis par exemple, je dis 20, Oui, c'est d'accord que dans 20, là, 2 apparaît 2 fois, non? 20, ça fait 2 au carré fois 5. oui. Ça veut dire que là où tu fais le if, là, c'est plutôt un while. Parce que je peux avoir un facteur qui apparaît plusieurs fois. Un while ici. Oui. Ah non, mais comment est-ce que je vais quitter le while? Justement, Oui, par exemple, si je divise 20 par 2, une première fois, il va rester 10. oui. Je fais une deuxième fois, il va rester 5. Et 5 n'est plus divisible par 2. Donc, en fait, tu dois faire la division jusqu'à ce que ton n ne soit plus divisible par le facteur courant. Ah oui, c'est vrai. Il faut me guider. Donc, là, c'est un while, c'est pas un if. C'est un Donc, while. Yeah. Donc, while. Voilà. Ah, Et quand tu fais le mot du Non, nom, non. Donc, mais tu quand veux que je ton n. la condition d'arrêt, c'est quand c'est égal à 1. Non, donc, while, donc, arrête ton while, tu dois faire en fait ins divisé par n. Ins est Oui. égal à ins divisé par n. Non, je fasse. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon, oui, c'est juste là où tu as mis div est égal à là, voilà. C'est Ok, plutôt ins est égal à ins divisé par n, quoi. Tu peux enlever le div. ok. Effectivement, oui. Voilà. Donc, quand il va finir, je vais continuer par diviser jusqu'à ce que je n'aie ça. Après, je fais quoi avec le S? Bah, c'est fini. Tu passes au facteur suivant. Oui, mais je ne En garde fait, plus en le facteur. oui, bah, donc, ça veut dire que donc, c'est juste avant le cours là, que tu vas déclarer ton tableau. C'est juste au début de l'algo que tu déclares ton tableau.
Ok. Donc maintenant, dans ton while là, maintenant, tu fais la division, mais tu ajoutes également le n à ton tableau. Ok, ouais, why not? Ok, toutes les fois, ok, ouais. Je pense- Donc à la fin, maintenant, c'est fini. ouais. Là maintenant, tu pourras après afficher la taille de ton tableau. Pardon? Donc c'est fini maintenant. Ce que tu fais, en fait, tu parcours les, les différents facteurs de n jusqu'à la racine carrée de x. Oui. Donc ensuite, tu fais la division successive. Dès que tu trouves un facteur, tu l'ajoutes. Donc c'est fini. Ok. À la fin, maintenant, tu peux maintenant afficher ton tableau de facteurs, c'est tout. Mais mon tableau de fait, est-ce que je n'ai pas encore une opération à faire pour que cela puisse avoir la forme de y plus 1? Non, ils ont demandé en fait d'avoir le nombre de facteurs, quoi. Les facteurs ne les intéressent pas en eux-mêmes. Ok, C'est juste le nombre de facteurs. ok, ok, en vrai, ouais. Ah là, c'est un piège. Donc, C'est un piège. oui, c'est un piège. Parce qu'à la fin, moi, je voulais parcourir encore tous les facteurs et essayer de faire, enfin, de m'arranger à avoir en fait cette forme-là. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est des lumières, ils ne veulent pas. Tu fais la décomposition, d'accord, mais ils ne veulent pas les facteurs même. Ils veulent juste le nombre de facteurs que tu vas trouver. Ok. Donc voilà. En fait, le nœud, hein, c'est ici, hein, ça, comprendre que c'est ça, Oui. déjà, et trouver l'algo pour faire la décomposition et comprendre que euh, un nombre est divisible, en fait, enfin, cette formule-là, entre 2 et sa racine carrée. C'est là le nœud. Et déjà ici, j'étais bloqué parce que c'est mathématique. Ah, Donc tu peux essayer d'implémenter ça dans ton langage et de soumettre ça pour voir. ok, on va essayer. Il y a déjà un compte, c'est ça? Un compte? Bon, en fait, l'algo est déjà là. Hein. T'inquiète pas. Oui, oui. On a déjà déroulé l'algo. Comme on n'est pas ici pour un langage spécifique, là, je pense que c'est déjà bon. Oui. Donc, tu peux implémenter ça et soumettre ça si tu as déjà un compte sur Catis. Pas maintenant, hein. On a Ok, que 2 heures. yeah. Ok. Quelle est la complexité alors de... Il faut déterminer. Bon, n de la racine carrée de s. Tant que... On ne connaît pas forcément le nombre de fois que le temps que va s'exécuter. On ne connaît pas forcément le nombre. Ouais, bon, je pose une question. Hein. Quand je prends par exemple ça, qui dépend en fait d'une condition que je ne maîtrise pas forcément. Comment je l'exprime? Je ne connais pas le nombre d'opérations que le while ferait. Bah, ça dépend en fait de ça. Bah, tu sais, cette boucle-là, si par exemple, là, j'ai un nombre à tout casser, hein, je tape dans le. Je dis par exemple que x est égal à 7 à la puissance 4 fois 13 au carré fois 17. D'accord? Vous avez 17. À la puissance 4 fois 13 au carré. Bon, en fait, si on veut mettre, tu peux utiliser le accent circonflexe. C'est ça, je cherche et puis, bon, j'ai trouvé.
Soit 13 au carré. Soit 17. C'est juste un exemple là. Oui. Bon, donc, tu es d'accord que dans la boucle, voilà, dans ta boucle, tu vois, on va parcourir chacun des nombres de 2 jusqu'à la racine carrée de x. Oui, c'est tout ça. Donc, ben, quand le nombre n'est pas divisé par x, on ne va même pas rentrer dans la boucle. Ah oui. D'accord? Mais quand c'est divisible, c'est-à-dire que quand on sera sur 7, on va faire la boucle y 4 fois. OK. Puisque l'exposant de 7, c'est 4. C'est-à-dire que quand on devra diviser x par 7 4 fois pour pouvoir l'éliminer. Oui. Quand on sera sur 13, Deux la fois. boucle va se faire une seule fois, bah, 2 fois. Et quand on sera sur 17, Une fois. donc, oui. Donc, le nœud là, c'est de déterminer l'exposant maximal qu'on peut avoir dedans. Là, ça donne la réponse. C'est Donc, 4. là, bon, non, juste pour te donner la réponse, on sait qu'on va de 2 jusqu'à 1 milliard, non? Oui. La limite, c'est 1 milliard. Donc, on va dire que la puissance de 2 qui est inférieure à 1 milliard, c'est 2 à la puissance quelque chose. Je sais pas. En fait, le nombre de fois que la boucle va s'exécuter, c'est le nombre de facteurs qu'il y a dans la décomposition de x. Tu es d'accord? Oui. Donc, en fait, il faut trouver quel est le nombre inférieur à 1 milliard qui a le plus grand nombre de facteurs. 1 milliard, c'est de lui là, que tu vas déterminer, comme on a dit, complexité dans le pic des cas. Donc, ça, ta boucle va se faire au maximum. D'accord. C'est ce qui veut te gêner et être pointu ainsi. Donc, tu peux imaginer que, bon, 1 milliard là, c'est 10 à la puissance 9. Donc, au pic Oui. des cas, là, il n'y a aucun nom qui aura un facteur plus grand que 9. Donc, dans le pic des cas, ta boucle là, c'est 9 fois. OK. Donc, complexité, ça va te faire 9 fois racine carrée de x. Oui. Donc, si tu veux, bon, on doit retirer le terme constant. Donc, Quand ça racine carrée vient à racine carrée de s. là, OK. OK, ça marche. là, Oui. c'est quelque chose, c'est un truc du genre. Hein. Il peut y avoir des nombres qui auront plus de facteurs. Il y aura peut-être un nombre qui a un facteur, qui a plus de 10 facteurs, quoi. Mais on s'est juste donné limite pour voir. OK. OK. C'est dommage à pas faire suivre les genres. Non, mais là, vous voyez, en fait, c'est mathématique, la chose. Voilà, ça, j'ai traversé toutes les émotions là maintenant. Quelle émotion est-ce que c'est? Ah, OK. Bon, c'est bon. Ouais, je suis même pas fort en maths. Quand tu vas voir un docteur là, tu vas dire quoi? C'est les gars sont encore avec nous. Ah ouais. Donc, OK. essaie d'implémenter ça si tu veux sous mon coup. Hein. OK. Bon, je crois que c'est bon, hein, first spin. Ok, super. Donc, je peux arrêter l'enregistrement. Oui. Ok, arrête et voilà.